qui est certain, c'est qu'à l'ère de l'IA, on va avoir besoin de diversité des âges et de diversité des générations. Et en fait, ce qui est très, très fort avec l'IA et ce qui favorisera les seniors, c'est la longueur de leur histoire à raconter. Bonjour à tous, vous êtes sur le média à bout de tafle, le cycle décideur vous accueille aujourd'hui avec deux invités. Dominique Podesta, partenaire au cabinet Louis Dupont, bienvenue. Merci, bonjour Ruth. Et Laetitia Vito, auteure du dernier livre publié en mois de novembre, L'atout âge chez Erol. Bienvenue. Bonjour Ruth. Aujourd'hui, une question me taraude et je voudrais la démarrer à brûle-pourpoint. C'est est-ce que finalement les seniors ont gagné la bataille avec l'IA? Est-ce que l'expérience enfin va récompenser les populations qui jusque-là étaient cachées derrière la bannière de l'âge? Alors, c'est une excellente question. On a déjà des données qui nous permettent de regarder cette question sur le marché américain. Ce qu'on observe, c'est que les juniors, les jeunes diplômés sont très peu recrutés en ce moment. Donc, il y a un gel des embauches des jeunes recrutés. On parle de la disparition des premiers barreaux de l'échelle dans l'entrée dans un métier. Et on voit qu'un certain nombre d'experts, de seniors sont plutôt valorisés et que, à l'inverse, ils arrivent plutôt assez bien à sortir leur épingle du jeu. Mais c'est un peu prématuré comme interprétation, c'est parce que c'est un élément conjoncturel, quand on est, en période d'incertitude et les Américains, là, ne veulent pas trop licencier parce qu'ils ont été échaudés par le covid. On préfère garder ceux qui sont là et ne pas embaucher de nouveaux et les nouveaux, c'est des jeunes. Donc c'est un peu trop tôt, pour dire ça. Ce qui est certain, c'est qu'à l'ère de l'IA, on va avoir besoin de diversité des âges et de diversité des générations. Se contenter de dire qu'être senior égale avoir de l'esprit critique égale savoir bien prompter, c'est un petit peu trop simpliste. J'ajouterais à ce que dit Laetitia, c'est que je rencontrais ce matin une start-up, qui travaille, gratuitement auprès des grandes institutions pour justement remettre dans l'emploi, les seniors et être beaucoup plus inclusif. Et en fait, ce qui est très, très fort avec l'IA et ce qui favorisera les seniors, c'est la longueur de leur histoire à raconter. Et il me disait: «L'IA, c'est un récit». Donc plus j'ai un grand récit, plus je vais être capable d'identifier des compétences, des contextes que j'ai gérés, des situations que j'ai réussi à résoudre pour pouvoir rencontrer des besoins des entreprises. Donc l'IA est une opportunité, simplement il faut l'exploiter sous cet angle d'opportunité. La deuxième chose où c'est une opportunité, c'est ça va nous apprendre à accélérer. L'IA, en 2 secondes, on a une réponse à une question. Donc ça veut dire quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui, dans son entreprise, qui a pris le train de refuser des postes, qui a pris le temps, d'organiser son service, qui a pris le temps de pas répondre à son salarié qui voulait une augmentation, qui a pris le temps de pas régler un risque psychosocial avec une femme. Ce temps-là, il ne l'a plus. Et donc on va devoir aussi, dans la manière dont on travaille à 50 ans, faire tomber nos biais et se dire: «Je résous plus vite» parce que l'IA m'amène. J'ai un entraîneur à côté de moi, alors on dit: «L'IA est à la table», l'IA est dans la course. Et donc je dois courir à la vitesse de l'IA, sans être dans la précipitation et pouvoir donner des réponses, résoudre les problèmes, écouter mes collaborateurs quand ils ont une question et pas 2 jours, 3 jours, 4 jours après. Donc c'est une opportunité parce que ma conversation est longue et j'ai un beau récit, donc j'ai plein de compétences disponibles et les entreprises les verront. C'est aussi une opportunité d'accélérer mon agilité et les entreprises ont besoin d'agilité et les seniors ont besoin d'avoir des jobs. Vous êtes toutes les 2 à différents niveaux confrontées au discours ou au questionnement, des dirigeants, sur les questions de la crise démographique, par exemple, entre autres. Est-ce qu'aujourd'hui on a déjà, des débuts de réponse? Ce que peuvent les entreprises vraiment faire pour prendre cette, tension sur la crise démographique? On peut plus compter sur les jeunes, pour, on va dire, renouveler, le sang, et la vitalité de l'entreprise. C'est exactement ça. On est à un moment tournant où on sent bien que, en tout cas, on a envie d'en parler en entreprise parce que ce bas de la pyramide qui est si étroit, qui représente ces nouvelles recrues qu'on dit vouloir recruter et valoriser. Ah, les jeunes, il y en a pas assez, on en veut, tout le monde se bat pour les recruter. Ce qui est pas tout à fait juste non plus parce que on leur offre pas forcément les opportunités qu'ils méritent, confère ce qu'on a dit sur le marché américain aujourd'hui. Néanmoins, en tout cas, le discours est là et le constat aussi que l'enjeu, ça va être de faire durer. Faire durer les individus qui sont déjà au travail, valoriser les deuxièmes parties de carrière qui jusqu'ici pouvaient se tasser comme ça assez rapidement.
particulier, chez les femmes et qui a là un vivier, inexploité, de toutes ces individus toutes ces femmes en particulier en deuxième partie de carrière qui soit sont à temps partiel, soit sont dans un sous-valorisés, sous-exploités. Je ne sais pas si ce mot est très joli à utiliser, mais c'est là qu'on a des points à gagner. C'est en soutenant et en regardant ces populations-là qu'on va réussir à combattre, ce mal endémique qu'est l'augmentation de l'absentéisme, cet autre mal endémique qu'est, d'éventuelles difficultés de recrutement, notamment dans les métiers du soin, dans les métiers, des services, en général. Donc il y a un vrai moment de tournant sur cet enjeu-là et je pense qu'on commence un petit peu à faire le lien entre les jeunes. Il y en a pas tout à fait beaucoup, il y en a pas assez par rapport aux besoins qui sont ceux du marché. En revanche, on voit que là, il y a une sous-utilisation, du côté féminin et du côté deuxième moitié de carrière. Alors pour la petite anecdote, j'étais en Suisse il y a pas très longtemps et en Suisse, c'est particulièrement vrai. Alors c'est, 80 des mères qui sont à temps partiel en Mmh. Suisse, hein. C'est vraiment voilà, c'est plus d'une femme sur 2, surtout en deuxième partie de carrière qui est à temps partiel, donc c'est vraiment massif et il y avait tout un colloque sur les pénuries, de travailleurs et les difficultés de recrutement et j'ai pris la parole et j'ai mis les pieds dans le plat. J'ai dit: «Si les femmes et les hommes suisses avaient le même rapport», alors c'est très théorique, hein, et on peut supposer que ce sera jamais le cas, mais s'ils avaient le même rapport au temps de travail, enfin s'il y avait pas ces inégalités-là, on aurait 500 000 équivalents temps plein pour un pays comme la Suisse, ce qui correspondait mais exactement aux chiffres qu'ils avaient sortis par rapport aux pénuries de travailleurs dans les décennies à venir. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. En France, c'est pas aussi massif, mais c'est quand même également là que tout se joue. Les entreprises, elles se préoccupent depuis toujours de la pyramide des âges, en fait, hein, parce que dans les indicateurs habituels, nourriciers de la fonction RH, c'est le bilan social. Dans le bilan social, il y a toujours une pyramide des âges. Elle est en forme de bouteille de Coca-Cola, elle est en forme de bouteille d'Orangina, c'est-à-dire je regarde en permanence si j'ai un bon équilibre dans mes âges, parce que je vais avoir beaucoup de départs à la retraite et donc je dois régénérer ma population d'une part et je ne dois pas perdre les compétences de ceux qui partent. Donc le sujet des générations, il est prégnant dans les petits carages depuis toujours, en fait, puisque c'est une continuité de l'activité qui est en jeu. Après, on a tendance, moi je trouve, avec les réseaux sociaux et dans la manière dont on communique aujourd'hui au plus grand nombre, à parler de grandes tendances, Mmh. c'est-à-dire des juniors et des seniors, des jeunes générations et des seniors. Ce qui est intéressant, notamment sur ces sujets, d'emploi, c'est de segmenter par secteur d'activité et de segmenter par nature d'emploi. Si je travaille dans une ETI qui a des savoir-faire particuliers en chaudronnerie, j'ai besoin d'avoir des juniors parce que je vais avoir mes départs à la retraite ou de la pénibilité sur, mes chaudronniers qui ont 58 ans. Donc c'est absolument nécessaire que j'ai des jeunes et je n'en trouve pas. Et le métier, il faut pas c'est Et il vraiment faut pas perdre le métier. Donc je parle des chaudronniers sur les territoires. Si maintenant je suis dans le juridique, je m'aperçois que l'IA va probablement, et encore je dis probablement, mais j'en sais déjà rien, fait dans le voilà, juridique. va, manger une bonne partie des tâches et donc on va avoir tout un pan des juristes qui n'aura peut-être plus effectivement de travail, au démarrage ou moins facilement. Or, 70, j'ai cette statistique, hier soir, 70 des juristes sont des femmes. Donc ça pose la question, non pas simplement d'IA, de junior, de senior, c'est de quoi l'entreprise a besoin comme compétences? Comment l'éducation nationale supérieure, donc qui sont souvent des écoles privées ou la fac, organise des trajectoires dans les filières de compétences qui correspondent aux besoins? Et moi, je pense qu'il y a une vraie urgence dont on ne parle pas assez, qui est une frustration quand j'étais DRH d'ailleurs, c'est que l'éducation nationale et les écoles se préoccupent des attentes du marché pour sortir des jeunes des filières, plutôt que uniquement de leur business, qui peut se comprendre quand on est une école de commerce. Mais quand même, si ça ne sert à rien, c'est pas la peine d'en sortir. Et les jeunes eux-mêmes doivent se préoccuper de se dire, si je suis sur un métier où il y a trop de monde, alors avec mes compétences ou ce que j'aime faire, qu'est-ce que je peux faire d'autre dans l'entreprise? Et quand je suis juriste, je réfléchis en compétences, en nature de besoins que j'ai à résoudre quand je travaille. Est-ce que j'aime être dans les dossiers? Est-ce que j'aime avoir des expertises fines? Est-ce que j'aime l'humanisme des relations? Et donc je vais chercher quel genre de métiers peuvent le permettre, pour sortir de ces filières qui finiront, avec l'IA aussi, par disparaître. Donc, je j'insiste sur le fait de segmenter les métiers
On peut pas parler des juniors en général. Moi, je pense que ça n'est pas une réalité. C'est une réalité citoyenne, ce n'est pas Oui, une réalité des entreprises. c'est une Voilà. réalité macroéconomique. Oui, et ce n'est pas une réalité, d'entreprise. Or, les réseaux sociaux, tous ces discours aujourd'hui envahissent le Mmh. cerveau de tout individu et on se noie dans cette espèce d'imaginaire collectif et de peur collective où je suis senior, je trouve plus de boulot et je suis vieux et je suis junior, je vais plus en trouver et l'IA va me manger mon travail. Je pense que c'est probablement des réalités, mais qui sont à la marge dans ce que vivent les entreprises, celles qui une PME qui fait 150 salariés au fin fond, des Landes ou, le gros groupe du CAC 40 qui est partout sur les territoires en France et à l'international. Mais c'est peut-être lié aussi au fait, que, d'une certaine manière, moi ce que je vois dans d'autres pays, je vois un philosophe qui travaille dans l'IA. Alors qu'en France, c'est le genre de profil qui n'existerait pas. Faire du code en ayant été philosophe, c'est quelque chose de complètement aberrant. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet, que ce soit pour les juniors, les seniors, pour les métiers ou pas, qu'aujourd'hui en termes de projection par rapport à même un avenir, professionnel de 5 ans, même de 2 ans, on est obligé, on est assigné à résidence par notre diplôme. On garde cette filiation, on ne peut pas faire de changement de carte, on ne peut pas bouger. Le marché, il n'est pas du tout liquide. Une analyse que je propose, c'est que quand vous êtes en train de recruter, effectivement, en France, vous remplissez une case de votre organigramme, vous mettez une description de fonction avec un intitulé, une expérience et vous avez 10 critères. Donc tant que vous avez 10 critères, vous matchez en face des candidats et vous cherchez les 10 critères. Si vous n'avez pas les 10 critères, vous prenez pas. Vous prenez pas un trop jeune, vous prenez pas un trop vieux, vous prenez pas un trop cher et vous prenez pas quelqu'un qui a le bon diplôme, c'est pas dans la fiche de poste. Quand on est en management de transition, c'est tout l'inverse. J'ai 3 critères et c'est tout ce que j'ai et j'ai un besoin. Et le jour où les entreprises commenceront et les managers, hein, les DRH et les managers arriveront à penser leur organisation en besoin. De quoi j'ai besoin? Quel problème je suis en train de résoudre? Que je suis en train de retourner ma structure? Est-ce que je suis en train d'accélérer une mise en place, d'un ERP en particulier? Donc je raisonne en besoin et puisque je raisonne en besoin, je cherche des personnes qui vont me régler mon problème. J'ai un feu, je veux un pompier. Je me fiche de savoir qui est derrière le casque du pompier. Et ça, c'est la révolution dont on va le plus avoir besoin. C'est Ouais. c'est bien absolument, symptomatique le fait que tant de candidats se décrivent comme atypiques. Le fait que cet adjectif, ou non d'ailleurs, atypique, soit tellement utilisé, nous laisse penser que Ouais. l'atypique est le nouveau typique, ce qui nous dit bien quelque chose de la perception d'abord au niveau des candidats, ou des individus de dire, «J'ai jamais le profil qui sera attendu», et du côté des entreprises qui est que peut-être que ce que je demande, n'est pas réaliste en fait, ne correspond pas à la réalité des candidats que je vais avoir en face de moi. Et derrière ça, il y a des tas de il y a des le diable se cache dans les détails, hein. C'est que l'atypique, c'est souvent quelqu'un qui va avoir eu quelques ruptures, dans sa carrière pour des raisons X ou Y. Raisons X ou Y qui peuvent être familiales, qui peuvent être la maternité, qui peuvent être, ben, tout un tas de choses, des, périodes difficiles, des harcèlements, des machins, tout un tas de choses qui font qu'à un moment on va bifurquer, on va prendre une autre voie ou qui font qu'on va s'arrêter, qu'on va avoir un trou dans le CV, hein, le fameux trou dans le CV, et c'est pour ces individus-là que le retour et la valorisation est particulièrement difficile. On parlait, tout à l'heure de marché, hein, et de valorisation sur un marché, mais c'est là où tout d'un coup, c'est comme si on disparaissait du marché et que la seule manière de se faire valoriser une fois qu'on est sorti du système, qu'on est sorti des mailles du filet, eh bien c'est, sur le ce qu'on appelle le plancher collant. C'est-à-dire ces emplois, bah, faiblement rémunérés, plus ou moins proches du SMIC, dont on ne décolle pas. Donc les emplois, dans les services de proximité, des temps partiels, subis et cetera. Et pour beaucoup de femmes, y compris, alors je dis femmes, hein, il y a des hommes dedans aussi, hein, mais les femmes sont hélas majoritaires dans cette situation-là. On n'arrive pas à se décoller du plancher collant parce que les expériences précédentes un peu hachées, les quelques trous, ont dévalorisé les compétences qui pourtant étaient là, sont toujours là, on peut le supposer. Et donc ça, c'est vraiment une révolution de sortir à la fois de cet adéquationnisme. Alors, il y avait le sujet du diplôme, bien sûr, hein, mais aussi du parcours typique, du Mmh. parcours rêvé, en fait, du profil idéal du candidat qu'on cherche à recruter. Et puis même, il y a cette idée que, par exemple, pour l'adéquationnisme, qu'il vaut mieux, chercher du travail quand on est en poste, Ouais. que chercher du travail quand on est en dehors. Parce que,
il y a un biais négatif, un peu dévalorisant sur cette idée que finalement mais il y a une suspicion, comme ça qui flotte dans l'air, mais pourquoi il est en dehors du marché? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Mmh. Est-ce Et que c'est un bien Alors, périmé? ça, c'est là aussi, ça fait partie des biais, hein, parce que dans tous ces sujets qu'on a évoqués, l'IA, l'âge, les diplômes, on est dans toute une série de biais, qui, on le voit culturel. bien, quand oui, et puis d'éducation et de plein de sujets, de personnel aussi, de positionnement qu'on a, de légitimité qu'on s'autorise ou qu'on a pour soi et pour les autres. Ce que je vois là-dessus, en fait, c'est on a, en fait, dans les entreprises, finalement, la fâcheuse habitude de reproduire aussi des schémas qu'on a déjà vus pour se rassurer, en fait. Et on a aussi la fâcheuse habitude, d'une manière générale dans les relations, de donner la légitimité à quelqu'un beaucoup trop sur son statut et pas sur ce qu'il a fait. Parce qu'on n'a pas le temps, quand on dit bonjour, on donne son prénom, on dit ce qu'on fait. Donc on n'a pas le temps de raconter, hein, si on n'avait que 2 mots à dire, et c'est d'ailleurs intéressant de voir, si on n'avait que 2 ou 3 mots à dire, comment chacun va se présenter. Très vite, vous verrez, hein, vous observerez qu'on présente son métier. Mmh. Donc on existe à travers son métier. Et donc quand on a quitté l'entreprise, eh bien, il faut retrouver son existence et se sentir dans la même légitimité avec son prénom. Et c'est ça qui est compliqué. Et encore une fois, moi, je suis énormément interrogée évidemment par des personnes qui sont en poste, hein, qui viennent, me parler peut-être par mon passé, même si aujourd'hui, je dirige une activité de management de transition. Et à chaque fois qu'ils me disent, je suis en train de regarder le management de transition, je vais prendre une rupture conventionnelle, je leur dis: «Non, surtout pas. Puisque vous voulez partir, ça veut dire que vous n'avez plus peur, et donc si vous n'avez plus peur, restez. Parce qu'en restant, vous allez être en capacité de parler plus franchement sur ce que vous avez envie de faire, d'accepter peut-être une baisse d'une prime, ou qu'on vous propose quelque chose sans tout de suite le prendre comme un sujet d'orgueil, puisque vous étiez prêt à être dehors, puisque vous étiez prêt à être un Gémel, puisque vous étiez prêt à ne plus avoir d'existence sociale au travers de votre profession, alors restez». La rupture conventionnelle, en fait, qui a à la fois été une grande vertu pour limiter les conflits dans les entreprises, a aussi eu ce travers-là, de dire: «Ah ben, je demande un chèque et après je m'en vais». Sauf que quand on a plus de 50 ans, et bien oui, manifestement, on va mettre entre 12 et 18 mois à trouver la prochaine, perspective. Quand on a moins, et puis plus on monte dans la hiérarchie, bah, évidemment, il y a un poste par personne, et donc on a forcément plus de temps, et on n'a pas forcément anticipé ce délai pour retrouver. Donc oui, quand on veut quitter l'entreprise, on n'a plus peur, donc si on n'a plus peur, on reste et on continue à être agile et à poursuivre son parcours professionnel dans l'entreprise. Moi, je trouve que l'un des tabous les plus intéressants, avec cette période-là, c'est de faire sauter le tabou de la santé au travail. Mmh. Hem, il y a d'ailleurs des entreprises maintenant qui investissent, des bilans, pour, faire de la prévention. Même dans le livre, qu'on a écrit avec Charlotte, sur Manager vulnérabilité en pratique, on a mis en exergue certaines particularités liées à l'âge, que ce soit, la ménopause ou bien, des maladies chroniques qui arrivent avec l'âge, et malgré tout, on sent qu'il y a une forme de tabou très présent au travail lié à cette, obsolescence naturelle. Mmh mh. Est-ce que, avec, ton livre, comment tu vois les choses? Comment tu l'as documenté, sur cette question de l'âge et la santé? Si je devais le dire de manière, ultra simple, on vit encore avec ce mythe du travailleur, idéal, par défaut, universel, parfait, lambda, qui est un homme jeune, en bonne santé, et cetera, et cetera. Donc, c'est ce persona par défaut, il imprègne toutes nos conceptions du travail, il imprègne, l'environnement de travail, les équipements qu'on utilise, et cetera, qui donc de fait sont plutôt inadaptés pour d'autres populations, des gens qui vieillissent, des femmes, des gens qui seraient plus petits, des gens qui seraient, en surpoids, et cetera, et cetera. Donc si bien que tout le monde a l'air d'être voilà, aussi encore atypique ou hors norme par rapport à ce profil idéal. Dans le cas des femmes, ce qui est quand même, assez, remarquable, c'est qu'évidemment on n'est pas dans une minorité, on parle pas d'une minorité, et donc le grand message, hein, donc ce grand mouvement qui consiste à dire: «Le corps féminin est aussi un corps universel», hein, c'est, le double, hein, l'autre versant de
l'universel. C'est un combat qu'on a vu monter en puissance il y a déjà une bonne dizaine d'années, voire quinzaine d'années, sur le sujet des règles. D'abord, c'est évidemment la maternité, la maternité, le retour de congé maternité, etc. Les règles, l'endométriose. Et puis là, depuis 4-5 ans, on commence à parler de ménopause, etc. Alors, ce qui est marrant, c'est que, évidemment, c'est très important d'en parler, c'est très important de mettre ces sujets, de donner de l'information aux gens qui sont souvent très peu informés sur les sujets de santé, de santé des femmes. Mais quand on interroge les femmes, et surtout celles qui sont en poste, celles qui n'ont pas lâché, celles qui n'ont pas quitté ça, en général, elles sont plutôt réticentes à l'idée d'en parler. Elles disent, c'est pas de ma bouche que ça va sortir. Il est hors de question qu'on parle de ménopause dans le contexte professionnel. Et en fait, elles sont pas folles. Elles savent très bien pourquoi. Elles savent très bien pourquoi, parce qu'elles ont grandi professionnellement dans un univers où il y avait les petites blagues, les petites micro-agressions sur «Ouh là, tu pas commode aujourd'hui, tu as tes règles», et elles savent très bien que c'est les mêmes arrivés à la périménopause sur «Ouh là, tu pas commode et aujourd'hui, tu nous traverses une bouffée de chaleur». Enfin, donc c'est exactement la même chose. C'est que tant que l'univers culturel comme ça, il reste hostile, il reste voilà, donc avec cette idée que le corps féminin, c'est quand même un corps bizarre, et que ça explique soi-disant des énormes variations de de comportement, d'humeur, etc., et donc aussi de productivité, de capacité. Donc tant qu'il y a cette suspicion que le fait d'avoir un corps féminin, c'est finalement la raison pour laquelle on n'est pas performant, on va pas parler de son corps féminin, parce que tout ce qu'on veut mettre en avant, c'est sa performance et sa capacité à être performant comme tout le monde. Donc on a encore énormément de chemin à parcourir. Je pense que c'est bien qu'on en parle, mais il faut pas mettre ça comme une injonction sur toutes les femmes, de dire un petit peu comme on faisait un peu sur les personnes LGBT, de dire LGBTQ, de dire il faut être vraiment tout le temps dans la Vocal. revendication, sortir du placard, etc. Bah, non, il y a des gens qui restent dans le placard parce qu'ils savent très bien l'environnement dans lequel ils sont et ils n'ont pas envie de se faire agresser. Donc, il ne faut pas rajouter ça comme une injonction sur les femmes. En revanche, en termes de politique publique, de politique RH, etc., ces sujets-là doivent être adressés parce qu'on commence aussi à avoir des chiffres sur l'impact de ce grand tournant qu'est la périménopause sur la santé des femmes quand il n'est pas accompagné, quand il s'ajoute en plus à des tournants de vie, des épreuves de deuil, des danses, etc. En général, c'est trop. Dans les personnes qui vivent des situations d'épuisement, en général, tout ça s'ajoute. C'est quelqu'un qui rencontre un moment difficile au travail, qui en plus est aidante et qui par-dessus le marché est en périménopause. Là, vous pouvez être sûr que c'est un burn-out. Je partage complètement ce que tu dis, et autant tout à l'heure j'ai dit il faut segmenter, autant sur ces sujets-là de santé, d'avoir effectivement des politiques publiques ou des politiques RH globales pour que les salariés soient sensibilisés me paraît essentiel. Là où il y a pour moi un travers, c'est que dans la politique de la mixité, pour trouver des idées de comment j'adresse la politique de la mixité, puisque je ne peux pas l'adresser sur les postes et sur les promotions des femmes, alors je vais l'adresser sur les sujets du féminin. Quand on adresse les sujets du féminin, on finit par, oui, on va rentrer dans le détail de la vie d'une femme, d'ailleurs ce qu'on ne fait pas dans la vie d'un homme, alors qu'il y a des Il y a équivalents, de chez les hommes. l'andropause existe. Absolument, et donc ça vient, de mon point de vue, abîmer profondément l'enjeu d'origine, du féminin, qui était quand même les mêmes droits bancaires, parce que la loi Rexin, ça parle quand même d'autre chose que simplement on limite ça aux quotas dans les comités de direction, mais enfin il y a des avancées par ailleurs de liberté, de fiscalité des pensions, et cetera, qui sont quand même très, très importantes. Donc on fait des politiques de la mixité, faute d'idées et de décisions prises ou d'investissements mis pour aider les femmes à prendre les postes, eh bien on le fait sur tout le reste. Et ça, je pense que ça abîme profondément la valorisation de l'équilibre des genres. Une autre façon de l'aborder, que je ne vois pas beaucoup, si c'est pas nulle part dans les entreprises, c'est d'aborder ça sous un autre angle. C'est-à-dire que on a dans les entreprises le sujet du bien-être, par exemple. Mmh. On a le sujet de la santé mentale. On a le sujet de l'inclusion au sens large, le handicap, les maladies chroniques, et cetera. Eh bien, c'est dans ces sujets-là, dans ces paquets-là qu'on devrait trouver les sujets du féminin.
Du Parce que féminin ou de l'âge, hein, de manière oui, générale, hein. mais parce que, et effectivement le quatrième pan, c'est l'âge. Pourquoi? Parce que dans le bien-être, à un moment donné, j'ai mon bien-être physique, j'ai mon bien-être, Oui. mental, et donc je vais me retrouver, que je sois un homme, que je sois une personne avec un handicap, que j'ai eu une opération qui avec Mmh. des séquelles, et cetera. Et on a tendance à aller les mettre dans des politiques du féminin comme il fallait parler des femmes ainsi. Les jeunes, moi, je trouve, s'y accrochent beaucoup à tout ça. Parce que je discutais avec, une école de commerce en disant: «Bon, vous mettez en place des jours pour les règles des femmes, bon», ils disent: «Oui, oui, les étudiantes le demandent». Alors voilà, donc il y a des phénomènes où ce que je vois comme danger, c'est que les jeunes vont s'accrocher à tous ces trucs-là C'est un acquis dont on entend social. parler, Mmh. et à défaut d'être sur l'essentiel, c'est, qu'est-ce que je veux faire comme, projet professionnel? Est-ce que j'ai les compétences pour y arriver? Si je veux un poste clé, bah, à quoi je renonce? De rester dans l'univers de l'entreprise, sur les attentes de l'entreprise. Oui, mais même avec ça, mon point, c'est de dire non pas de revenir sur des considérations personnelles, c'est de voir que typiquement, on est tous soumis, on va dire, à des phases de vie. Et que d'une certaine manière, peut-être qu'aujourd'hui, je préfère prendre moins de risques pour X ou Y raison, liées à une période de vie singulière ou pas, enfin voilà, on a tous, des vies personnelles. Mais qu'il y a aussi des moments où j'ai envie d'accélérer, j'ai envie, d'avoir ma promotion, j'ai envie de faire Oui. plus 10 chaque année et de ne pas, on va dire, m'enfermer parce que il y a 3 ans, j'étais plutôt au calme parce que j'avais besoin de ce calme-là. Est-ce que vraiment les politiques RH peuvent arriver d'une certaine manière à avoir cette individualisation? Même si aujourd'hui c'est vraiment difficile, on peut pas individualiser tout. Comment on arrive à équilibrer entre, ces évolutions, sociétales, ces évolutions, individuelles et l'entreprise, telle qui a ça reste, hein, une organisation Mais et un le carcan. concept Ouais. qui peut tout embarquer, c'est celui de design universel. Alors on en parle en design, donc on en parle, quand on parle de, je sais pas, de la ville, de Oui. l'aménagement urbain ou des choses comme ça. C'est l'idée d'un design qui est conçu pour l'usager ou l'individu qui a le plus de contraintes par Mmh. rapport à l'utilisation de l'objet ou l'environnement. Classique, oui. Donc typiquement, l'exemple classique, c'est quelqu'un, qui, est en perte de Mmh. mobilité, qui, soit avec un L'accessibilité. déambulateur, soit avec un fauteuil roulant, soit avec un enfant avec une poussette, a besoin de pouvoir, Mmh. voilà, rouler, circuler, que ce soit suffisamment large pour, tous les différents, cas de figure. Ça s'appelle un design universel. Mais en fait, le principe, enfin l'idée, peut très bien s'appliquer à l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'une organisation du travail qui est compatible avec des contraintes de vie, alors ça ne veut pas dire que 100 télétravail, hein, mais ça veut dire qu'il est compatible avec les contraintes d'une mère célibataire qui doit, déposer un enfant à la crèche, le chercher, en fin d'après-midi, avec, une personne qui a, des bouffées de chaleur et qui aimerait bien, que les choses soient mieux aérées ou avoir, On n'a pas la même clim au bureau. voilà, pas la même clim exactement, enfin voilà, tous les sujets s'y prêtent en fait, et le fait d'avoir ce mindset de designer et ce concept de design universel et de l'appliquer à des sujets, De auxquels jusqu'ici l'espace, on l'a pas appliqué, de l'espace, mais aussi du temps. de l'organisation du temps, hein, l'endroit où on met les réunions, l'endroit où on met le travail collaboratif et le reste qui devient plus asynchrone, c'est-à-dire un peu au choix en fonction des contraintes des uns et des autres. Ça avait été très bien géré pendant le covid où, tout le monde était avec ses petits enfants, à ses pieds, enfermés chez soi. Ceux qui ont réussi à travailler encore à peu près, ont organisé les choses avec, ce qu'on appelait ces heures collaboratives qui étaient resserrées à un moment où, on arrive à trouver une solution, par exemple confier, ses enfants à son conjoint ou que Mmh. sais-je, pour que ça continue d'être possible et le reste est organisé de manière flexible. Mais finalement ce principe-là qu'on avait si bien mis en application pendant le covid,
Il faut qu'il en reste quelque chose, même si c'est pas évidemment les mêmes conditions de travail et de vie, que dans le covid, mais on reste, avec ces contraintes de vie, hein. C'est chacun les siennes, oui d'accord, chacun les siennes, mais, il y a des gens pour qui c'est vraiment plus compliqué que pour d'autres. Et ces contraintes horaires absolument rigides qui ne souffrent pas de souplesse du type, fermeture du type crèche, horaire de crèche, et ou école et cetera, bah, ce sont des choses où, c'est pas l'école qui va s'adapter, c'est pas l'individu qui va bidouiller en laissant son enfant sur le trottoir. C'est à l'organisation du travail de mettre les rendez-vous incontournables à des heures qui sont compatibles avec ces contraintes-là. On attend des gens qui fassent des enfants, on demande aux femmes de faire un réarmement démographique, mais c'est sur leurs seules épaules que ça doit reposer. C'est pas possible. Sur les carrières aussi, c'est une histoire de rendez-vous. Si un salarié a des envies, l'entreprise, elle a des besoins. Normalement, elle a pas d'envie, elle est rationnelle, hein. Elle a des emplois, un chiffre d'affaires à faire, une performance économique à gérer, des responsabilités durables à avoir. Un salarié qui a des envies, il faut juste qu'il soit quand même de manière adulte, en lien avec les besoins de l'entreprise. Je donne une anecdote. Une collaboratrice, talentueuse un jour vient me voir et me dit: «Qu'est-ce que vous faites pour les femmes?» C'était au tout début, il y a une dizaine d'années, hein, sur le féminin. Parce que je vais m'en aller et j'aimerais un autre poste et je lui dis: «Mais vous avez raison, en fait. C'est vous qui avez la main. Moi, je peux pas vous garantir qu'au moment où vous avez envie d'être promu, il y a un poste disponible. C'est pas comme ça. En revanche, ce qui va être très, très important, c'est que le moment où vous allez vouloir partir, venez nous le dire, s'il vous plaît». Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour s'entendre et trouver un équilibre et un contrat en quelque sorte, entre, une envie de changer et puis une opportunité de poste, il faut s'en parler. Et toutes ces politiques collectives qui sont mises en place ou les expertises, comme Laetitia pour écrire des livres sur tous ces sujets et éclairer, c'est s'autoriser, qu'on se faisait peut-être pas assez avant, à parler, à dire, «J'ai un problème, j'ai la crèche, mon mari part en déplacement, je vais devoir être en télétravail 5 jours par semaine» et cetera. Plutôt que l'entreprise dise: «Ah bah, la règle c'est 2 jours, donc toi non». C'est de savoir gérer les exceptions. La problématique de l'entreprise, c'est qu'elle a beaucoup de mal à gérer les exceptions. S'il y a trop d'exceptions, ça devient la règle. Donc il faut limiter les exceptions et il faut être équitable. Plus on parle, plus on échange et cette liberté de parole, je pense, est autorisée depuis la génération des why, en quelque sorte, qui ont commencé à beaucoup poser de questions. Donc je pense que tout ce qui est fait est très positif. Il est nécessaire que les managers, notamment, et les RH apprennent à écouter et à entendre ce qui n'est pas dit ou à entendre ce qu'il y a derrière, l'expression, pour être tolérant, faire tomber les biais, pas inscrire dans la performance annuelle les absences et c'est ça tout le sujet, en fait. Donc j'ai des envies, je les exprime, mais j'accepte le non. C'est-à-dire, j'ai envie de bouger, oui, mais il y a pas de poste tout de suite, donc je me mets pas en maladie, je démissionne pas, je comprends pourquoi. En revanche, la contrepartie de l'entreprise, c'est: «J'ai entendu que vous aviez envie de bouger, je l'inscris dans mon process et évidemment, quand il y aura un poste, j'irai vous chercher». Donc il y a un contrat, à rééquilibrer et à reformaliser probablement entre l'entreprise et les salariés. En t'écoutant, Dominique, je pensais à un exemple que j'ai vécu, dans une entreprise il y a quelques années quand j'étais, consultante dans un grand cabinet. On était in-house, c'est-à-dire j'étais une consultante sur le lieu de travail. On n'allait pas voir la différence entre moi et les salariés. Hem, Même si avec un peu de regard, on pouvait le retrouver la retrouver cette différence. Mais, je me souviens que cette entreprise dont je tairai le nom, avait préparé un plan de départ volontaire et c'est une entreprise qui avait énormément d'experts, de sachants, heu, avec une pyramide, des âges, plutôt favorable aux plus de 45 ans. Parce que voilà, c'était un secteur, de la réassurance, très qui attirait, on va dire, ces profils-là et qui favorisait cette expertise-là. Et au plan de départ, ce qui est ça m'avait frappé. Il y avait pas de, on va dire, d'incitation particulière et les personnes, la plupart qui étaient dans la cible, on va dire dans la vague, qui pouvaient se sentir concernées, ont tout de suite dit: «Non, non, moi j'aime beaucoup mon travail, j'ai envie de rester». Les les jours passent et puis petit à petit, il y a eu une petite musique et il y a eu 2-3.
10 personnes qui ont commencé à dire: «Bah, si c'est comme ça, si c'est dans ces conditions, je n'ai pas vraiment envie de rester. Je Mmh. préfère garder cette image de ce que je savais de l'entreprise et de mon métier, de rester là, dans ces Mmh. conditions. Je n'ai pas envie que ça se dégrade. Je n'ai pas envie de rester quand ça se dégrade». Et ce qui est marrant, parce que finalement, la décision s'est opérée assez, il y a eu un mot, mais les personnes, que j'ai en tête quand elles ont décidé, elles ont vraiment décidé et c'était devenu non négociable parce qu'elles se projetaient définitivement après sur le départ. Et tout d'un coup, on a eu une forme de libération de la parole. Tout ce qui a été tu Mmh. a tout d'un coup été dévoilé, et dont le fait qu'on n'a pas écouté, toutes ces recommandations depuis des années et qu'on en avait marre, ou qu'une autre, tout d'un coup, dise: «Ah bah moi, ça fait des années que je n'ai jamais dit, que je souffrais d'une surdité, sur mon oreille, droite. Bah maintenant, j'en ai marre de compenser et qu'on me dise, que je fais pas attention parce que je suis blonde». C'est une histoire véridique. Et donc maintenant, c'est bon, je me libère. Et 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 je me dis que c'est peut-être ce là où ça vient, cette forme, cette caricature de ce qu'on dit, le conflit intergénérationnel. Peut-être qu'effectivement, d'une certaine manière, il y a des générations au travail qui ont tu certaines choses Mmh. par, contrainte, mais parce que il y avait c'était les codes et qu'on leur les enfin, elles pensaient ou qu'à tort ou à raison, je ne sais pas. Et à contrario d'une génération, on va dire, plus jeune et qui est beaucoup plus vocale et les plus jeunes que moi, là, c'est beaucoup plus parce Les qu'en fait générations voilà, post-MeToo, hein, MeToo au sens le exactement. plus large du terme. Ouais. Mmh. S'exprimer ne veut pas dire, renoncer Oui, ou être excessif et la nuance est entre j'exprime les choses, on les exprimait probablement pas avant, ou on n'écoutait pas ses propres besoins comme on les écoute maintenant. Encore que les premiers sujets, par exemple sur le harcèlement, c'est vieux quand même, hein. Ça a plus de 15 ans, hein, oui, oui, donc c'est pas des trucs, nouveaux. Des jeunes qui s'exprimaient, il y en a toujours eu, mais fallait taire, dans les politiques talents notamment, on disait toujours: «Faut pas dire trop, pas dire trop fort aux jeunes qui sont bons parce que des fois que ça leur monte à la tête». Moi, j'ai et connu puis ça, hein, et dans les sociétés, donc pas trop dire et les éducations, on ne dit pas trop pour pas que ça monte. Maintenant, s'exprimer est une chose, moi j'avais un patron qui disait toujours: «On peut tous dire du moment qu'on le dit avec le sourire» et donc ce qui va être important, c'est d'identifier les codes de l'entreprise dans laquelle je suis pour être entendue. Parce que si c'est juste exprimer, mais que personne comprend ce que je dis ou personne m'écoute parce que j'ai pas utilisé la bonne langue, c'est comme un Chinois qui parlerait qu'un Allemand. Si chacun parle dans son langage, les idées sont probablement très intéressantes, mais enfin personne se comprend. Donc d'arriver à repérer ça quand je suis individu pour qu'à un moment donné, bah, il y ait une portée à ce que je dis et puis je peux ne pas être content avec ce qui m'arrive, mon salaire, parce que je suis blonde et qu'on m'a dit d'être brune et cetera et pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je sois définitive dans mon départ? C'est-à-dire que moi l'observation que je fais et c'est pas nouveau, ça fait 30 ans que je le pense. Je crois que la vie professionnelle, elle ne peut pas être faite que de linéarité, et elle ne peut pas être qu'ascensionnelle, parce que la vie tout court ne l'est pas. Et que alors c'est raisonnable de penser peut-être comme ça, mais on peut avoir beaucoup d'émotions, on peut les exprimer, on peut aussi dire quand il y a des propos sexy: «Je ne suis pas d'accord avec la manière dont vous me parlez, c'est la dernière fois que vous me parlez comme ça». Même s'il y a un lien hiérarchique très fort entre les 2, parce que c'est un homme et une femme qui se parlent, donc je reprends ma citoyenneté et j'exprime et si je suis virée, alors je devais m'en aller et c'est OK avec ça. C'est pas facile à faire ce que je dis, hein, mais donc dire ce que je pense et le dire avec mes émotions, c'est OK. Il faut simplement que je m'assure que celui qui est en face entend quelque chose, parce que sinon, ça sert à rien et surtout ne pas être définitif. Je ne crois pas aux ruptures, en fait. Je crois qu'avant la rupture, il y a toujours du dialogue, il y a toujours cette liberté. Puisque je suis libre de m'en aller, je n'ai plus peur. Si je n'ai plus peur, alors je rentre dans le dialogue à nouveau. Vraiment. mmh. Non, mais c'est pour ça que je disais, moi, ça m'a interpellée en t'écoutant, parce que d'une certaine manière, les personnes ont choisi, et je ne juge pas, hein, quand je dis ça, hein, ont choisi la stratégie de fuite. Oui, elles Et sont dehors. c'est Peuvent là où, pas. en fait, d'une certaine manière, là, je pense que ce qui se passe avec la réforme de la retraite, aussi caricaturale que ça puisse être, c'est que tout d'un coup, cette stratégie de fuite
du monde du travail, quand on commence à sentir que la moutarde nous monte au nez à partir de 50 ans, 50 ans pour plein de raisons, parce qu'il y a voilà, il y a des désaccords, il y a des difficultés, enfin voilà. On se projette déjà, dans tous les cas, je pars. Les seules personnes qui ne disent pas ça, c'est des personnes qui sont plutôt bien dans leur, travail, pour qui ça se passe plutôt bien, qui se sentent en pouvoir de négociation et tout. Mais pour toutes les autres, en fait, il y a une stratégie de je me projette déjà d'être partie, je ne suis plus là. Comment on peut, arriver à créer cette désirabilité? Toi qui as travaillé sur la tatouage, comment ce que tu documentes est intéressant. Comment les personnes arrivent à en faire un atout? Mmh. Je suis moins radicale que Dominique, même si je comprends très bien l'argument, qui est Ouais. de dire que tant qu'on est dedans, on a justement un peu plus de pouvoir sur sa carrière. Alors qu'une fois qu'on est sorti, finalement, on s'évince, des opportunités qu'on aurait pu avoir. Mais travailler pendant 45 ans, c'est long, voire 50, c'est long. Si on n'est vraiment pas bien, si on est vraiment mal, c'est encore plus long et que souvent, malheureusement, il y a des choses qui ne dépendent pas de soi ou l'environnement est tel que on n'entend pas ce que tu dis, on ne valorise pas ce que tu fais et c'est parfois une question de survie de s'en aller. Voilà, donc voilà, il Oui. faut pas juger, Non, mais on voilà, pense à l'hôpital, par exemple, bien sûr, bien c'est une sûr. hémorragie, C'est depuis le une covid. hémorragie parce que là, en l'occurrence, c'est même pas seulement un management éventuellement toxique, quelque chose comme ça. C'est une situation d'usure Ouais, où chaque journée travaillée, ajoute à une pénibilité qui est mal prise en compte et absolument pas, compensée et où, au bout d'un certain nombre d'années, en fait, on est cassé. Cassé physiquement. C'est ça qu'on entendait, hein, au moment des débats sur la réforme des retraites. Mais je vais pas tenir. Je vais pas tenir, sous-entendu, en fait, je me sens en train de voilà, d'être déjà cassée. C'est ce phénomène très particulier des femmes ni en emploi ni en retraite, femmes et des hommes, il y a aussi des hommes ni en oui. emploi ni en retraite, qui est un phénomène qui grossit, qui grandit, qui représente une part significative, un cinquième des personnes de plus de 55 ans. Donc on est là quand même face à quelque chose qui est problématique. Donc pour moi, l'enjeu, c'est plutôt d'aller, alors s'intéresser aux personnes qui ont connu des ruptures. Et ces personnes qui ont connu des ruptures, eh bien non, elles ne sont pas foutues. Elles ont des tas de choses à donner, elles ont des tas de choses à mettre en avant et les entreprises ont des tas de raisons d'aller vers ces personnes-là, parce que ce sont des personnes, que personne d'autre ne va voir. Voilà, donc en gros, tu as un avantage concurrentiel en tant qu'employeur à aller t'intéresser, à des personnes qui sont sous-valorisées, hein, les fameuses qui sont, au plancher collant. Donc je sais pas si ça répond exactement à ta question, pas tout à fait, mais c'était Mmh, peut-être c'est plutôt une intéressant. réaction par rapport à cette idée de pas lâcher que j'entends bien, mais qui est peut-être pas toujours réaliste. Oui, non, mais tu as raison, quand on n'en peut plus quand je dis le dialogue, c'est d'en parler, même au médecin du travail, en fait, hein. La question, c'est de parler des sujets pour pouvoir les adresser et s'il y a pas de solution dans l'entreprise, s'en aller. Mais s'en aller en conscience, pas comme une fuite en disant: «J'ai exprimé ce que je voulais, j'ai pas ce que je voulais, donc je m'en vais». Je trouve que c'est trop radical et d'ailleurs, c'est pas que lié à l'entreprise. On voit bien que la violence dans les relations humaines, c'est un phénomène, sociétal, mondial, voilà, il y a de la haine, il y a de la brutalité partout et donc la brutalité et la haine sont des émotions aussi qui sont rentrées dans l'entreprise comme la joie, comme la tristesse, le bonheur, et cetera. Donc heu, i ça fait quoi? Ça fait une dizaine d'années que tous ces sujets, deviennent de plus en plus prégnants et ils sont problématiques, parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises, qui réalisent pas, en fait, qui règlent pas les sujets, donc il y a effectivement beaucoup de personnes qui sont plus libres et qui disent: «Je m'en vais». Moi, j'en vois plein, puisque je les retrouve en management de transition. J'en ai assez, je veux des projets, la ligne hiérarchique me fatigue. Donc j'aimerais vivre autre chose. Il y a pas de problème, en fait. La question, c'est combien de temps? C'est le croisement entre, est-ce que mon équilibre budgétaire correspond à mon équilibre de vie qui correspond à, mon équilibre personnel? J'en sais rien. Donc si tous ces équilibres sont alignés, c'est formidable. Sinon, si j'ai 10 ans de carrière à faire, bah, il faut quand même que je me pose des questions, en quoi je peux, arrêter d'accepter ce qui est inacceptable dans l'entreprise. Il y a 2 sujets dans l'entreprise, moi, je trouve, hein. Il y a l'entreprise en tant que gouvernance, qui, elle, met en place les choses, est intéressée, les dirigeants prennent en compte les sujets, mettent en place des politiques, des investissements, on le voit. Bon. Et puis, il y a la réalité du manager qu'on ne peut pas contrôler tous les jours, de la situation qu'on ne voit pas, des peurs, ne serait-ce que sur les risques psychosociaux.
Mmh. C'est-à-dire, beaucoup de situations sont absolument pas traitées. Pourquoi? «Ah, mais c'est bon, c'est pas grave et cetera, on le traite pas parce qu'on a peur». Ce que je dis dans mon propos, c'est d'arrêter d'avoir peur. C'est-à-dire qu'un des moteurs majeurs de la relation au travail, c'est la peur. Voilà. Alors j'écoute pas quand on me fait un feedback négatif parce que probablement on devrait réintroduire les psychologues dans les entreprises, hein. Très honnêtement, j'aurais adoré faire ce genre d'études, en fait. Parce que maintenant c'est absolument, prégnant. Les philosophes aussi, les sociologues, de quoi ça parle tout ça? Mmh. J'ai peur de faire face à une situation, donc je la traite pas. J'ai pas envie de répondre à une femme qui me demande une augmentation parce que je veux pas la frustrer ou je veux pas qu'elle démissionne, donc je lui dis pas, je lui dis: «Ah bah non, c'est les RH, j'ai pas de budget pour toi». J'ai peur qu'une femme prenne un poste. J'ai eu l'exemple hier d'une dirigeante talentueuse qui est en poste, qui est une cliente. On lui a proposé un poste de directeur adjoint. Elle dit: «Non mais on va te mettre adjointe pour l'instant». Donc j'ai des peurs et ce que je dis juste, c'est qu'à partir du moment où je suis capable de m'en aller, de sortir de l'eau bouillante, de m'extraire de ma situation toxique, c'est que donc je n'ai plus peur. Alors si je n'ai plus peur, je réintègre l'entreprise et j'y reste, j'exprime les choses, je demande ce que je veux avoir avec les mots qu'il faut et cetera. Je ne renonce pas, je me fais traiter correctement. Ça m'empêchera pas de partir après. Mais je serai allée au bout de ce qu'il est possible de voir, parce qu'il y a peut-être quand même des opportunités que j'ai pas regardées. Il y a peut-être un patron, vous savez le nombre de personnes qui disent: «Vous m'auriez dit. Pourquoi vous donnez votre démission? Vous m'auriez dit. On en aurait parlé. Ah mais oui, mais je vous l'ai dit, on m'a pas entendu. Ah mince». Finalement, le fil conducteur de tout ça, c'est vraiment cette importance de l'écoute qu'on oublie toujours. On apprend à s'exprimer, on apprend à être assertif, on apprend à dire, on n'apprend jamais ou quasiment jamais à écouter et c'est bien là que le bas blesse Mmh. dans tous les domaines, hein. Le manque de respect que beaucoup de salariés ont l'impression d'éprouver, tous ces salariés au contact de clients ou qui ont l'impression de se faire insulter, de manquer de respect, voilà, tous ces indicateurs, tous ces sondages-là qui nous montrent que les gens ont l'impression de se faire davantage insulter, de s'énerver et cetera. Tout est lié à une incapacité à écouter, en fait, à s'arrêter, à écouter, peut-être avoir un peu moins le nez sur les écrans et écouter. Voilà, comme ça je saurais que je ne dirais pas: «Tu m'aurais dit», parce que non, je t'ai entendu, je t'ai écouté et je t'ai entendu. Ouais, ce serait on devrait peut-être déjà introduire ça, hein, un petit cours d'écoute. Oui, et il y a il y a si on parle sur la formation comme ça, sur ces il y a 2 choses moi qui me frappent dans les entreprises, sauf si tu je Mmh. on peut parler sur ça 2 minutes, sur ces formations à l'écoute ou autres. Heu, il y a des entreprises qui ont développé la culture du feedback et en fait, moi, je connaissais pas ça avant il y a quelques années et je trouve qu'elle est excessivement riche. Mmh. C'est-à-dire tout ce qu'on appelait avant: «Je te fais un retour de performance sur ce que» on prend tout ça, on se vexe, quand c'est pas positif, on se vexe et un patron qui doit faire un retour de performance moyen, bah, il finit par ça, où on lui a appris en formation de management qu'il fallait commencer par le positif et dire le reste après. Donc on apprend comme si c'était une espèce d'automatisme. Je trouve que le feedback est tellement plus simple. Est-ce que je peux te donner un feedback sur le fait que la clarté avec laquelle tu t'exprimes est très inspirante, Laetitia? Ou toi, Boutenia, est-ce que je peux te faire un feedback parce que l'entrepreneuriat que tu développes est absolument remarquable et permet d'aborder des sujets de société, avec une finesse et beaucoup d'authenticité. Peut-être que c'est parce que je t'ai posé la question, tu vas écouter ce que j'ai à dire. Et peut-être que même si j'avais dit: «En fait, j'aime pas du tout parce qu'on est très, très mal assis», ce qui est faux, pendant le podcast qu'on était en train de faire, tu te vexerais, on est quand même gonflé de me dire ça. Mais parce que je t'aurais Mmh. demandé si je peux te faire un feedback, tu l'aurais peut-être accueilli autrement. Donc cette culture du feedback, elle est une forme de dialogue et d'écoute qui, moi, me paraît très, très vertueuse et toutes les entreprises devraient, pour changer un peu toutes les formations, faire des formations à cette notion de feedback qui est bien plus riche que ce qu'on peut en dire. Et le deuxième sujet, c'est de négocier. Moi, je le dis là parce que vraiment je dès que je peux, j'en parle. J'ai voulu faire une formation avec, des anciens du GIGN, Laurent Combalbert pour pas le nommer, sur la négociation de prise d'otage, la négociation sur, un médecin en oncologie, le malade ne voulait pas prendre son traitement, une prise de sang et cetera. Eh bien, je propose que, quand on fait des formations sur, l'assertivité, sur le management, sur les relations, on aille vers la négociation. C'est-à-dire, et si finalement mon rapport à l'autre était une prise d'otage parfois? Et si finalement quand je négocie mon salaire ou un bout de ma carrière, j'ai en face de moi quelqu'un qui refuse de me le donner? Donc qui refuse de faire sortir, Mmh. et donc à ce moment-là, je suis en train de négocier avec quelqu'un qui ne veut pas négocier avec moi. Donc réintroduire des formations autour de la négociation dans les relations au travail
Moi, me paraît être une piste qui est Et intéressante pour à poursuivre cette suivre. piste, ne pas oublier les corps intermédiaires, le dialogue social et la négociation Tu collective. as Ce sont raison. des choses qui se sont Mmh. affaiblies. Peut-être que notre Ouais. capacité de négociation, son affaiblissement est lié aussi à ça. Il y a aussi le fait que les organisations ont, on va dire, ont coupé le gras, ont coupé le Mmh. muscle et maintenant elles marchent, sur l'os. Dans le sens que, il y avait des métiers et il y a encore des métiers et qui sont bizarrement en train d'être rétablis, avec l'IA. C'est des métiers, par exemple, des assistants, de direction qui tenait le pouls en fait, des équipes, qui créaient du lien, tout ce travail émotionnel, qui avait la circulation de l'information. Enfin, il y avait toute cette notion d'écoute. On Mmh. savait qu'il y avait une ligne d'écoute qui passait même par certaines personnes et ces corps intermédiaires faisaient, jouer ce rôle-là et malheureusement, le fait de rompre, soit parce qu'on n'a pas assez d'argent, soit parce que, ça devient has-been, soit parce que avec les nouvelles technologies, on peut couper. Mais en fait, de ne pas intégrer, ces compétences et donc ces résultats d'écoute, bah, en fait, on passe à côté parfois de certaines choses, mais comme ne pas écouter le client coûte cher. Mmh. Ah, c'est sûr que tu as raison, hein, le pilotage des RH par, la ligne frais de personnel qui consiste à, dès qu'on a une baisse de performance économique, on supprime la ligne frais de personnel et on supprime des collaborateurs, amène à ça. C'est-à-dire que il y a d'ailleurs un paradoxe, les managers opérationnels, ils ont un minimum de personnes pour travailler, parce qu'ils ont eux-mêmes un PNL à suivre. Les fonctions support sont parfois, un peu pléthoriques parce que, bah, il faut appliquer les process. Ça coûte cher, la Il faut norme coûte récu cher. il faut récupérer il Conforme. faut la il y a tout le réglementaire, il faut s'assurer que les chiffres sont fiables et donc on a des équipes pléthoriques, qui et j'en faisais partie puisque j'étais au RH, qui n'ont pas évidemment toute la valeur visible, en fait. Donc oui, la disparition du dialogue à cause de ça, c'est certain. Le fait que le télétravail pour les fonctions sédentaires soit arrivé, on se parle plus, on se voit plus. Aujourd'hui, c'est les syndicats, mais ça fait très longtemps, ils représentent quoi? 10 dans l'entreprise, un taux de représentativité de 10. Dans certaines industries, ils sont un petit peu forts, mais moi, j'ai toujours pensé et j'ai toujours observé que plus les syndicats sont forts, plus il y a un problème managérial. Mmh. Il y a pas de raison. Alors, à part pour des raisons de défense d'intérêts collectifs ou de défense d'intérêts individuels, le manager on doit pouvoir venir lui parler. On ne doit pas avoir un intermédiaire. Aujourd'hui, le nouvel intermédiaire des jeunes, c'est quoi? C'est TikTok et Instagram. Tu une et ChatGPT. ChatGPT. Tu as une réponse. Tu as une réponse plus rapide sur des réseaux avec des gens que tu connais pas, que tu vas écouter. Ou sur un chat GPT, si tu promptes mal ta question, bah, tu as une mauvaise réponse, mais tu l'écoutes quand même, plutôt que ton patron que tu vois tous les jours, qui s'occupe de toi, ou que ton RH. Donc il est urgent, effectivement, de regarder le sujet de l'écoute, le sujet de la relation à l'autre, comme un phénomène sociologique, psychologique. Réintroduisons des psychologues dans les entreprises. Bah, écoutez, merci beaucoup mesdames. Je vous remercie, chers auditeurs, mais avant, je vais juste vous lire un premier passage, L'essentiel de Mary Parker, Follett, une auteure venue des États-Unis très intéressante que je vous invite à découvrir. Le meilleur leader ne demande pas aux gens de le servir, mais de servir le but commun. Le meilleur leader n'a pas des suiveurs, mais des hommes et des femmes qui travaillent avec lui. Lorsque le leader fait moins que de donner des ordres et que l'expert fait plus que de conseiller, les subordonnés, tant les cadres que les ouvriers, réagissent différemment au leadership. Je vous invite donc à l'écoute et à l'expérience, à nourrir les relations au travail et à nourrir les générations, car on a besoin de cela dans les espaces de travail pour construire un futur désirable. N'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu sur YouTube ou des étoiles sur les plateformes de podcast. Et n'oubliez pas de découvrir les travaux de Laetitia Vito et les travaux de Dominique Podesta. Merci, mesdames. Et à Merci, très vite. Boutenia. Merci.